Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Toujours en Action avec FADOC Région Lanaudière. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu particulière parce qu'on reçoit deux invités, parce qu'on va parler de la zoothérapie et les bienfaits de la zoothérapie. Donc, je reçois Magali Boglione, qui est intervenante en zoothérapie, qui est accompagnée de son très beau chien qui s'appelle Filou. Milou, excusez, Milou. Donc, Milou, qui est bien confortablement assis dans son fauteuil, va être avec nous pendant toute l'émission. Donc, c'est un caniche royal et Magali va nous donner un petit peu plus d'informations sur ce que c'est la zoothérapie, parce que des fois, on confond des choses aussi. Donc, à ce moment-là, durant l'émission, on va pouvoir un peu démystifier le tout et faire en sorte que peut-être pour ceux qui sont seuls, à un moment donné, vous puissiez avoir recours au service de Magali et de ses... parce qu'elle a d'autres chiens aussi. Donc, bonjour Magali. Bonjour. Fait plaisir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la zoothérapie? Déjà, pour démystifier puis pour vraiment éclaircir le sujet, la zoothérapie, c'est une forme unique d'intervention. L'intervenant s'appuie sur les bienfaits de l'animal qui naît entre la relation de l'animal et l'humain pour aller plus loin dans l'intervention. Ça marche en synergie triangulaire. Donc, il y a l'intervenant, le client et l'animal. Ces trois-là forment un bien-être. Ce bien-être-là vise à atteindre un objectif mis en place au travers d'un plan d'intervention structuré par l'intervenant en zoothérapie. Donc, c'est pour ça que ça prend une formation académique et pratique pour être un intervenant en zoothérapie. Oui. Lorsqu'on dit à des gens, mon Dieu, vous êtes seul, achetez-vous un animal, soit un chat, un chien, c'est bon, ça va être de la zoothérapie. La personne profite des bienfaits de l'animal, mais ce n'est pas de la zoothérapie, car comme je disais tantôt, la zoothérapie, ça marche en synergie, donc ça prend trois personnes, trois êtres vivants. Donc évidemment, il n'y a pas la même structure, le même plan d'intervention avec l'intervenant. Il y a des activités qui sont mises en place pour atteindre l'objectif désiré. Donc, c'est faux lorsque on croit qu'on fait de la zoothérapie parce qu'on a un chien, puis qu'on parle à notre chien tous les jours ou à notre chat. On profite des bienfaits de l'animal. Mais donc, ce n'est pas de la zoothérapie. Ce n'est pas de la zoothérapie. Donc, faut appeler ça simplement comme avoir un compagnon de vie ou quelque chose dans le genre. Là. On a les bienfaits de l'animal qui sont très bénéfiques, qui ont beaucoup de positivité dans la vie de tous les jours, le quotidien. Mais la zoothérapie, c'est vraiment une structure plus avec un plan d'intervention et un intervenant. Mais c'est ça, j'allais vous demander comment ça se traduit dans le réel, comment ça se pratique. Là, vous arrivez chez un client, j'imagine, qui a pas nécessairement d'animaux. Est-ce qu'il peut y en avoir un ou pas du tout? En général, je travaille avec mes animaux que je connais. C'est important parce que si je connais pas l'animal, je sais pas ses forces, ses faiblesses, puis aussi pour la sécurité, parce que souvent on sous-estime que c'est très demandant pour eux. On peut les mettre dans des situations où ça peut mettre en danger la personne. Fait que moi, j'arrive avec mon animal. D'abord, je discute avec la personne pour voir c'est quoi ses besoins. Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser son autonomie, favoriser ses habiletés sociales, favoriser sa motricité, son affectif. Fait que tout dépendamment de ce que la personne a besoin, moi j'arrive puis on met en place un plan d'intervention et on travaille à améliorer la qualité de vie des personnes. Oui, et puis ça, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou si vous travaillez particulièrement avec un type de clientèle? Moi, je travaille avec des clientèles de 2 à 102 ans. OK. Je fais autant de l'éveil des sens que de l'accompagnement en fin de vie. Donc, j'offre des services de zoothérapie et de mieux-être facilités par le cheval. Donc, autant je peux aider les aidés, autant je peux aider les aînés, donc les aidants et les aidés. Mes services s'adressent aux deux côtés, aux deux personnes. Le fait d'avoir autant des animaux, comme les chiens, mais aussi le cheval. Donc, le cheval, j'imagine que c'est davantage pour ceux qui sont proches aidants, donc pour les sortir, leur donner du temps de répit et de créer un lien avec l'animal aussi, tout en, je sais pas, en le montant, en le brossant ou non, c'est pas vraiment ça. Le mieux-être facilité par le cheval déjà n'est pas de la zoothérapie.
Okay. Donc, c'est une approche expérientielle qui se fait dans un double mieux-être. Le cheval est un animal extrêmement intelligent, donc il est un partenaire égal. Donc, c'est une approche une expérience révélatrice, transformatrice pour les personnes. J'ai même des intervenants qui viennent me voir. J'ai même, j'ai des personnes pour le répit qui viennent me voir, mais j'ai des personnes qui n'ont pas forcément un problème en particulier, mais qui ont un désir de croissance personnelle. Puis il y en a que c'est pour la formation continue. Fait que mes services avec les chevaux s'adressent vraiment à monsieur et madame tout le monde, là. Donc, mais oui, c'est accessible pour les personnes qui ont besoin d'un répit et se faire du bien. Exactement. Donc, avec le cheval, mais quand vous allez en résidence, parce que normalement... Oui, j'emmène pas le cheval. J'imagine. À ce moment-là, c'est avec un chien, ou est-ce que vous utilisez d'autres animaux aussi, des chats, j'ai 3 chiens, j'ai un lapin, j'ai un perroquet. Le perroquet, je ne le déplace pas. C'est quand je fais les ateliers de croissance personnelle chez moi que je peux interagir avec le perroquet. On peut apprendre beaucoup de choses avec cet animal-là. Et principalement, les animaux avec lesquels je me déplace sont les chiens et lapins. Lapin. Et un lapin peut aussi être favorable. Oui, tout à fait, car on apprend les différentes rentrées en relation avec une proie et un prédateur. Le chien est un prédateur, le lapin est une proie. Donc, nos entrées en relation avec ne sont pas les mêmes. Tout dépendamment les objectifs, oui, il peut y avoir beaucoup de bienfaits juste avec cette approche-là. Et aussi, mon lapin est un lapin très désensibilisé. Donc, les activités que je peux faire avec lui sont extraordinaires, là. OK. Parce qu'on se dit un lapin, bon, hein, souvent on les voit là, dans leur espèce de petite cage, puis ça fait pas grand chose, là, à part d'être doux, puis qu'on peut les prendre et les coller. Oui, c'est sûr que cet aspect-là, le chien va faire plus de choses, mais dans l'être, la présence, le climat que ça dégage, la confiance, l'estime de soi, ça a les mêmes bienfaits qu'avec un chien. Mais si on veut bien comprendre ce que ça peut apporter, mettons que vous arrivez, vous viendriez chez moi, là. Moi, j'ai besoin de zoothérapie. Vous arrivez avec votre beau chien Milou, et ça se passerait comment, là? C'est quoi vos besoins? Quel est votre objectif à atteindre? OK. Donc, il faut établir dans un premier temps un objectif. Tout à fait. Car moi, je remets toujours entre les mains de la personne, c'est elle qui est engagée dans le processus. Moi, je vais l'aider à trouver les outils pour favoriser son autonomie fonctionnelle et sociale, mais aussi c'est un engagement de la personne. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, mettons sans nommer de nom, là, mais d'un objectif que quelqu'un se serait donné, puis de quelle manière vous avez travaillé avec? OK. Je donne un exemple, une personne qui vivait beaucoup d'anxiété et qui avait des problèmes d'estime de soi, qui vivait de l'intimidation à l'école. Un jeune. Déjà, c'était un plan d'intervention qui était mis avec les parents. On a travaillé les stimulations d'apprentissage au travers de parcours d'agilité avec mon chien Milou. Les apprentissages aussi au niveau de la mémorisation, le langage aussi, les différents commandements qu'on peut apprendre au chien. Mémoriser les étapes, comment qu'on doit faire avec le chien, notre langage corporel, le langage corporel du chien. Donc, il y avait les habiletés sociales, les habiletés d'apprentissage, de mémorisation, de cognition, le parcours. Fait que c'était vraiment ces habilités-là. Puis évidemment, il y avait des outils pédagogiques qui suivaient mes interventions pour améliorer l'estime de soi. Ça, c'est plus avec une clientèle enfance. Si on parle d'une clientèle, j'ai une personne Alzheimer qui était en perte d'autonomie. Ben, c'était vraiment un suivi à toutes les semaines et je venais avec Milou, c'était son partenaire. Puis c'était vraiment la stimulation. On travaillait même, on travaillait des chansons. Puis le fait que Milou c'était là, elle chantait pour Milou, fait qu'il y avait vraiment un lien, un sentiment d'appartenance qui s'était créé à la personne. Fait qu'on travaillait des objectifs qui n'étaient pas forcément directement en lien avec l'animal, mais que Milou, tout tournait autour de lui. C'était devenu l'être le plus important de sa vie. Elle en parlait en dehors de mes interventions assez proches. Ça avait même amélioré sa mémoire. Oui, parce qu'elle se souvenait. Exactement. Je prenais des photos, on les faisait du scrapbooking, on les mettait sur ses murs. Fait que ses proches les utilisaient durant les fois qu'ils venaient la voir pour dire qu'est-ce que t'as fait là. Fait que ça faisait travailler la mémoire. Fait que il y a plein d'activités autour de l'animal qu'on peut faire, pas directement toujours en lien avec. OK. Il sert
je dirais pas d'objet, là, renforcement. Mais de renforcement. Renforcement tout le temps, il favorise l'engagement et le renforcement de la personne durant l'activité. Sans même qu'elle réalise, elle fait une activité, mais elle a du plaisir. Oui, il devient comme un partenaire de jeu ou, ou un complice partenaire, aussi. Complice, tout à fait. Oui. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Tout à fait. Est-ce qu'il se crée des liens avec, comme vous parlez de la personne Alzheimer, qui crée un lien avec le chien quand, ça dure les séances, c'est quoi, 1 heure à peu près, j'imagine? Oui, en général, c'est 1 heure, oui. Bon, quand vous partez avec l'animal, si elle l'aime d'une façon vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a une peine à ce moment-là de la part de la personne parce qu'elle dit, là, le chien s'en va, je vais me retrouver tout seul? Ça, c'est mon travail à moi d'intervenante, justement, de pas créer l'abandon, d'amener la personne sur les activités qu'elle a appris et quand est-ce la prochaine fois qu'on revient. OK. Donc, c'est vraiment mon rôle à moi de réussir à couper ça de manière saine pour pas que la personne vive un deuil, un abandon, un rejet. Mais en général, c'est jamais arrivé que je perde le contrôle d'une intervention à cause de ça. OK. Puis est-ce que ce sont tous les... Mettons, si on parle de chiens, parce que je pense que vous travaillez pas beaucoup avec les chats ou pas du tout, hein, avec les chats? Non. Vous aimez pas vraiment beaucoup ça? J'aimais ça, j'en avais, mais au niveau des services que j'offrais, je voyais qu'il n'y avait pas assez de demandes, j'ai été obligée de m'en départir. Ah, OK. Fait que les gens sont plus attirés vers les chiens. Oui, que vers plus les chiens. Oui, ah, puis les chiens et lapins. Et lapins. J'avais plus de demandes avec les lapins que les chats. Ah oui? Oui. C'est quand même étonnant. Oui, d'ailleurs, avec la Société de l'Alzheimer de la Naudière, ils m'avaient demandé pour le thème de Pâques. Oui. C'était avec les lapins. Fait que il le brossait, il lui faisait des parcours sur la table pour le lapin. Il y avait plein de jeux autour de ça que c'était vraiment... Chasse au coco de Pâques et tout ça. C'était vraiment... Il y avait du plaisir, puis il y avait le jeu d'équipe, le travail d'équipe, puis c'était vraiment... Il y avait aussi, on apprenait l'aspect sensoriel, les différents jouets, le toucher, aussi reconnaître le grain de l'animal, le foin. Fait que c'était comme je dis, il y a beaucoup d'activités autour de l'animal qui peuvent se faire. Ça, c'est mon travail. Est-ce que c'est tous les chiens, si on parle de chiens, qui peuvent être utilisés en zoothérapie? Non. Ou c'est un petit peu comme avec les chiens Mira, où ça prend des chiens qui ont un caractère déjà particulier, puis qui vont pouvoir mieux accepter peut-être d'être élevés d'une certaine façon pour accompagner, entre autres, des enfants autistes ou des personnes avec un certain handicap. Est-ce que c'est le même profil de chien pour la zoothérapie? C'est sûr qu'il y a certains chiens qui ne pourront jamais travailler en zoothérapie car au niveau de l'agressivité, l'instinct de prédation, ce sera pas possible. Ça prend quand même des chiens qui sont désensibilisés, mais c'est sûr que ça dépend dans quelle sphère on rentre, dans le savoir-faire, dans l'activité ou dans l'aide, parce qu'on peut apprendre beaucoup. J'ai un labrador hyperactif, je ne l'utilise pas avec toutes les clientèles, mais il est très bon dans les ateliers de croissance personnelle, car on prend l'animal dans ses forces et ses faiblesses, puis souvent la personne, ça la ramène à elle. Fait que tant que c'est sécuritaire, l'animal peut travailler en zoothérapie, mais encore une fois, ça dépend de la clientèle. Quand vous parlez d'un chien qui est désensibilisé, ça veut dire quoi? Parce que le chien, quand il naît avec son caractère, avec son environnement. Pour arriver à dire qu'il est désensibilisé, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec... Il y a un entraînement qui se fait, il y a une désensibilisation. Comme moi, avant que je puisse l'emmener dans les endroits, j'ai fallu que je le travaille à l'emmener, que j'aille dans les supermarchés ou qu'il y avait vraiment un entraînement que je fais encore tous les jours. On n'arrête jamais. Comme un enfant, c'est toute sa vie. Mais comme aujourd'hui, il est à la télévision, puis il est très sage. Mais aussi, c'est sûr que on regarde où est-ce qu'on prend le chien, de quel élevage il vient, comment qui sont les parents, le tempérament, parce qu'il y a l'inné qui naît avec ça, puis il y a l'acquis, ce qu'on apprend. Fait que si on a un bon team des deux, on peut arriver à avoir un très bon chien d'intervention. Oui, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même un chien d'une grosseur quand même imposante. Puis je pense que là, il n'est pas à son maximum encore, mais il a été tondu il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. C'est ça, parce qu'habituellement, ces chiens-là, ils sont un petit peu plus costauds. Oui. Donc, c'est déjà au départ, quand on voit arriver un chien comme ça, quand on n'a pas peur des chiens, ça va, mais
est-ce que ça arrive des gens qui ont des phobies de chiens? Tout à fait. Puis vous êtes en mesure de quand même travailler avec eux, ou si dans ce temps-là, vous dites non, si on parle des chiens, ça donne rien, on va y aller avec le lapin. Les gens qui ont peur des animaux, des chiens, entre autres, est-ce qu'on peut aller avec un lapin? Oui, ben en général, quand la phobie est trop grande, je vais commencer avec un autre animal. Le lapin, entre autres, ça peut beaucoup aider à faire la désensibilisation de la personne avec sa peur, parce que ça se passe à l'intérieur d'elle-même. Puis, je peux faire des exercices avec le chien au fur et à mesure. Je peux emmener des vidéos, des photos pour désensibiliser la personne au chien en tant que tel. Puis, j'ai une cage portative que le chien peut être dedans à distance. Puis, on peut faire des activités vraiment en respectant l'état d'âme de la personne à distance, puis graduellement augmenter la proximité avec le chien. Et ça réussit normalement, ou quelqu'un qui a une peur vraiment, Ça dépend de la personne et de son engagement. OK. Donc, si elle veut aller au-delà de cette peur-là, puis dire, je vais travailler sur moi pour tout à fait. Ne plus avoir peur, ou en tout cas avoir moins peur. Oui. C'est possible. Oui, j'ai toujours eu de très beaux résultats. Quand j'ai une personne engagée qui veut vraiment s'en sortir, on peut aller très loin. Oui. Donc, c'est des choses qu'on peut vaincre, quelque part. Puis pour l'estime de la personne, ça devient un défi. On prend le pouvoir sur sa vie. C'est ça, un défi important aussi en même temps. On sait que dans les résidences aujourd'hui, les CHSLD, entre autres, même les gens, quand ils signent leur bail, il y a toujours une clause maintenant qui dit pas d'animaux, ils n'ont pas le droit de chiens, de chats, d'oiseaux, et peu importe, même des poissons rouges quasiment. Est-ce que le fait d'arriver avec un chien, ou peut-être des fois 2 chiens, je sais pas, est-ce qu'ils sont ouverts à ça, ou si c'est plus difficile pour vous d'aller vers ces endroits? J'ai jamais eu de portes qui se sont fermées quand j'ai des enfants qui m'engageaient pour leurs parents. Il y a toujours eu une belle ouverture des CHSLD. Évidemment, il fallait que mes animaux soient avec un poil hypoallergène, comme Milou, et leurs vaccins et leurs vermifuges à jour. Fait que c'est important, le suivi vétérinaire. Mais j'ai jamais eu d'objection par rapport à ça. C'est sûr que si moi, j'allais vers les établissements, puis que l'établissement était fermé, je pouvais pas faire d'activité là. Mais si si l'enfant demandait pour sa mère, son parent, j'ai jamais eu d'objection. OK. Donc, il y a quand même une ouverture de leur part, parce qu'ils considèrent ça comme une thérapie, ou en tout cas un moyen de pouvoir soulager peut-être certains problèmes. Favoriser l'autonomie des personnes. Puis je travaille même en collaboration avec les intervenants autour de la personne, avec les ergothérapeutes ou les orthophonistes. Donc, ils voient ça plus comme médical que comme une activité de loisir. C'est sûr qu'il peut y avoir le terme zooanimation, que je fais moins car j'aime moins ça, puis c'est très demandant pour les animaux. Et il y a le terme zoothérapie, fait qu'il y a un objectif qu'on travaille, fait que les intervenants le savent, les bienfaits que ça a là. Mais là, vous venez de me dire un nouveau terme, la zoo-animation. Ça fait parce qu'on en voit aussi des gens qui ont des animaux, puis ils font faire toutes sortes de trucs, puis ils font toutes sortes de choses. Là, à ce moment-là, c'est quasiment comme dans ce qu'on voyait avant dans les cirques, c'est-à-dire de dompter un animal pour qu'il puisse arriver à faire des pirouettes et toutes sortes de choses comme ça, au lieu de s'en servir avec ce qu'il est au naturel. Oui, c'est sûr que moi, en zoothérapie, il est partenaire avec moi. En zoonimation, c'est vraiment, je vais animer une activité ludique pour faire le divertissement. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, puis je n'aime pas faire ça avec mes animaux, car ça les fatigue extrêmement. Oui, des fois, je le fais dans des activités ou fête anniversaire, mais c'est pas ce que j'ai le plus, puis que je veux faire le plus. Oui, c'est ça. C'est un petit peu comme quand on a des enfants, hein, puis on les trouve super brillants, puis que tout le monde veut qu'ils répètent et qu'ils fassent ce qu'ils nous ont fait. Effectivement. C'est un petit peu ça, puis qu'ils se refusent aussi à le faire, là, parce qu'ils disent, je suis pas un animal. On est dans le savoir-faire. Oui, c'est ça, exactement. Si on revient un petit peu sur la portion de votre travail qui est avec les chevaux, parce que je sais que c'est une portion importante là, dans votre vie. C'est quand même des animaux importants, intelligents, mais encore une fois, il y a différents tempéraments, Est-ce que vous travaillez avec une race en particulier de cheval, ou c'est tous les chevaux qui peuvent se prêter à cette forme de thérapie?
c'est tant que l'animal est sécuritaire, c'est sûr que c'est important que je connaisse le cheval avec lequel je travaille, car il va être mon partenaire, puis il a accès à une information auquel je n'ai pas. Donc, si je connais, quand mon cheval va réagir d'une certaine manière, je sais qui c'est que j'ai en face de moi, fait que je vais pouvoir mieux faire l'observation à la personne pour l'emmener à l'intérieur d'elle-même. Donc, c'est sûr que c'est important que je connaisse mes partenaires, mais non, il n'y a pas de race en particulier tant que l'animal est sécuritaire. OK. Et puis, est-ce que c'est à partir d'un certain âge qu'un cheval devient vraiment comme un partenaire, parce qu'il y a une forme d'entraînement, veut pas, ou si, quand ils sont jeunes, ils sont un petit peu plus fringants, un petit peu plus... C'est sûr qu'à distance, on peut faire des activités avec les poulains, mais c'est sûr que ça prend une certaine maturité émotionnelle pour qu'ils puissent rentrer en relation. Puis, il n'y a pas d'entraînement en particulier pour faire le mieux-être, car on les prend à leur état naturel, mais il y a une certaine désensibilisation aux outils qu'on utilise pour voir comment que le cheval réagit, mais un entraînement en tant que tel, pas vraiment, car c'est vraiment dans un double mieux-être. Donc, c'est dans le respect du cheval, de qui il est, et il est considéré comme un être sensible, ayant la capacité de choisir et d'avoir une opinion qui est importante. Bien, à ce moment-là, est-ce que vous travaillez dans la même manière qu'avec les chiens et les lapins, c'est-à-dire que c'est la personne qui a besoin de travailler, qui a un objectif, qui va être amenée à travailler d'une certaine manière avec le cheval, ou si c'est des randonnées, c'est parce que c'est ça rentre pas dans une maison, donc c'est un travail qui se fait plus à l'extérieur. Ben déjà, j'ai un exercice de portage qui se fait uniquement au pas ou à l'arrêt, mais je ne fais pas monter, je donne pas des cours d'équitation. Okay. Ce sont des exercices de haut sol, de connexion au sol avec le cheval. Donc on apprend à rentrer en relation avec lui, on apprend à le comprendre, à l'écouter, mais tout passe par soi puis aussi par le corps. Fait que c'est une approche expérientielle dans un double mieux-être à partenaire égal. Donc c'est une autre relation, oui, qui marche en synergie. On est 3 personnes et selon l'objectif de la personne, on va pouvoir aller plus loin dans les exercices. Mais c'est sûr que dans le mieux-être, il y a des étapes à suivre au niveau des exercices pour que la personne soit en sécurité. Et puis, est-ce que ça s'adresse du fait que ce soit une activité qui est dehors, que oui. Le cheval, c'est quand même beaucoup plus imposant. Oui. Est-ce qu'une personne qui aurait, je sais pas moi, un déambulateur ou qui serait en fauteuil roulant, est-ce que c'est possible d'avoir accès à cette forme, ou elle est mieux avec votre autre facette avec les chiens? C'est sûr que ça dépend s'il y a un très gros intérêt puis que la personne est en chaise roulante, ça peut être rendu accessible à la personne là où je suis présentement. OK, parce qu'il y a sûrement des gens qui vouent une adoration aux chevaux, oui. qui ont toujours aimé les chevaux, oui. et pour une raison X se retrouvent malheureusement en fauteuil oui. roulant. Et moi, je me dis, ce serait dommage qu'elle puisse pas avoir accès à cette forme d'aide. Tout à fait. Parce que l'animal est trop gros, puis elle se retrouve en fauteuil roulant. Non, mais je suis très chanceuse. Là où je suis en ce moment, l'endroit est accessible pour les personnes. Donc, OK, puis ça va bien à ce moment-là, la relation entre le cheval, le fait que la personne soit dans un... Oui, je m'adapte à la personne. Oui, et le cheval aussi, j'imagine? Ben, je vais choisir le cheval en fonction de la difficulté, parce que j'ai des chevaux qui sont un peu plus fringants, fait que c'est sûr que je vais prendre un cheval plus calme, plus déposé, qui ait plus l'habitude de comme rester dans des positions statiques, moins bouger, parce que pas tous les chevaux sont capables, ils sont des chevaux. Oui, mais c'est pour ça. Donc c'est sûr que je vais choisir le partenaire. Oui. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a une demande plus importante pour les chevaux ou pour le côté chien, lapin? Avec les chevaux principalement. Ah, c'est principalement avec les chevaux que je travaille en ce moment. Oui. Ah oui, donc la demande est plus forte de ce côté-là. Oui, c'est un animal moins accessible, plus mystérieux. Puis c'est accès à tout le monde. Donc il y a tout le monde qui a le désir de vouloir voir c'est quoi le Oui, puis peut-être d'être en contact avec cet animal-là aussi. C'est ça. Mais c'est quand même étonnant parce que souvent on se dit les plus petits animaux, les gens préfèrent, surtout rendus à un certain âge là. Mais c'est sûr que ça dépend de la clientèle. Puis en ce moment, c'est comme la vie m'a amené plus de demandes avec les chevaux. Vraiment, mais je suis ouverte. J'offre des services de zoothérapie dans les résidences, les centres de réadaptation. Est-ce que la clientèle de 50 ans et plus, elle est importante dans votre pratique aussi, ou si c'est davantage avec les jeunes?
Non, j'ai pas de préférence. Vous parlez de préférence non, pour moi? Non, pas de préférence, mais okay. Qui demande vos services? Est-ce que c'est l'avantage des personnes, je dis de 50 ans et plus, puisqu'on est dans une émission FADOC, là, donc je me dis une clientèle plus de 50 ans et plus, ou c'est une clientèle plus jeune qui requiert vos services? Je vous dirais que c'est 50 ans et plus avec les chevaux. OK. Ils sont rendus à un stade où ils veulent leur prendre... Ben, seulement, je parle d'une clientèle autonome, là, 50 ans et plus. J'en ai beaucoup. Je dirais 40 ans, 50 ans, 50 ans et plus. Tant que c'est autonome, la personne... j'ai beaucoup de cet âge, de cette tranche d'âge. Oui. Puis est-ce qu'ils le font dans un premier temps, oui, pour entrer en relation avec, avec le cheval et puis, bon, arriver à atteindre leur objectif, mais que inconsciemment, c'est parce que par après, ils veulent monter un cheval, puis ils veulent... est-ce que il y a ça qui est dans leur subconscient un petit peu? Peut-être, mais moi, je l'offre pas. Donc, s'ils veulent, il va falloir qu'ils le trouvent ailleurs, puis il faut que le cheval, pour qu'il ait les mêmes bienfaits, il faut que le cheval il soit dans un environnement qui le permet qu'il vive un mieux-être, qui n'est pas partout. Oui. Et que si on revient à Milou ici, qui a été tranquille pendant tout le temps de l'émission, c'est vraiment un chien extraordinaire. Est-ce que c'est celui qui est le plus populaire parmi vos... Oui, c'est Milou le plus populaire. C'est le plus populaire. Et vous en avez combien? Oui, on parle de toi. T'as les plis de lit. Oui, on parle de toi. Ah, t'es vraiment beau. Est-ce que quelles sont les races là, des autres animaux que vous avez? J'ai un labrador brun, qui est mon labrador hyperactif. J'ai un caniche mini toy, c'est un mini milou qui pèse 4 livres. C'est un tout petit milou. Puis mon lapin bélier, ça c'est la race de mon lapin. Avec les longues oreilles pendantes. C'est ça. Puis mon perroquet, c'est un gris d'Afrique. C'est les perroquets les plus intelligents. Ah, OK. Et il parle, j'imagine, votre perroquet? Oui, beaucoup. Oui, c'est ça. Donc peut-être pour les gens qui ont plus de difficulté à s'exprimer avec le perroquet, ça peut les faire sortir un peu de leur coquille. Effectivement, c'est un animal plus rare, moins accessible, fait qu'il y a la curiosité, mais il y a beaucoup d'exercices de connexion à distance qui peuvent se faire avec lui. Aussi. Ah, mais c'est intéressant. Moi, je trouve en tout cas que c'est fort intéressant parce que souvent, comme je le disais tantôt au début de l'émission, on pense que la zoothérapie, c'est d'avoir un chien ou un animal de compagnie avec soi, et puis on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus que ça, parce que effectivement, l'animal de compagnie, c'est la compagnie, mais que pour développer certaines habiletés, avec la zoothérapie, avec le support d'une personne comme vous et d'un animal aussi magnifique que Milou, mais c'est quand même possible aussi de le faire. Donc, je trouve ça très bien. Je vous remercie beaucoup, Magali Boglione. Où on peut vous rejoindre? Vous pouvez me rejoindre par courriel, puis aussi vous pouvez accéder sur mon site internet au www.magalizoothérapie.ca et ma page Facebook Magali Zoothérapie. Il y a mes coordonnées. Donc, c'est facile. Puis, on mettra les coordonnées de toute manière. Écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle émission qui était différente et qui, j'espère, va vous avoir donné le goût de peut-être, pas nécessairement d'avoir un animal de compagnie, parce que des fois, ça peut être embêtant un peu, parce qu'on peut pas sortir comme on veut, mais d'avoir une fois par semaine ou dépendamment de votre temps, avoir quelqu'un pour vous accompagner. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Et je vous dis à la prochaine.